maintenant 9h30, my love. J'en suis à ma 30e lettre. Plus de 60 pages. Presque un roman. Si nous éditions un petit livre de tes lettres et des miennes, nous pourrions éditer un petit livre, un recueil de lettres. Ton travail ne représenterait que 20% de l'ensemble, my love. Je te conseille de rattraper ton retard. Tu as encore le temps. Aujourd'hui, je t'aime indiciblement. Un petit chien est en train d'aboyer contre un avion. L'avion bourdonne quelque part d'une voix de basse. Le mur m'empêche de le voir. Et le petit chien est debout sur le balcon et jappe vers le ciel. Ce matin, je me suis magnifiquement baignée dans le Grunewald. Le soleil est énorme et chaud. Quand on regarde, les yeux mi-clos, on voit frémir un éclat argenté, un petit fragment d'arc-en-ciel. Les journaux pronostiquèrent que l'été encore jeune serait extrêmement chaud. Et il y eut en effet une longue ligne pointillée de beaux jours, interrompue de temps à autre par l'interjection d'un orage. Le matin, tandis que Zina dépérissait dans la chaleur nauséabonde du bureau, Fiodor allait passer toute la journée dans le Grunewald, abandonnant ses leçons et tâchant de ne pas penser au paiement de sa chambre qui était dû depuis longtemps. Auparavant, il ne s'était jamais levé à cette heure, ça aurait semblé monstrueux. Mais maintenant, dans la nouvelle lumière de la vie, dans laquelle se mélangeait d'une certaine façon le mûrissement de son don, une prémonition de nouveaux labeurs et l'approche d'un bonheur complet avec Zina, il éprouvait un plaisir direct dans la rapidité et la légèreté de ses levers matinaux, dans cette explosion de mouvement, dans l'idéale simplicité de s'habiller en 3 secondes, chemise, pantalon et espadrille à ses pieds nus. Après quoi, il se mettait un plaid sous le bras, son maillot enroulé dedans, fourrait en passant dans le vestibule une orange et un sandwich dans ses poches et se précipitait déjà dans les escaliers. L'asphalte était toujours dans l'ombre d'un bleu profond des maisons. Les premiers excréments frais d'un chien luisaient sur le trottoir. Le soleil jouait sur divers objets du côté droit de la rue, comme une pie repérant les petites choses étincelantes. Et au bout de la rue, là où elle était traversée par le large ravin du chemin de fer, un nuage de vapeur de locomotive apparut subitement à droite du pont,
se désintégra contre les côtes de fer de ce dernier, surgit immédiatement dans sa blancheur, une fois de plus, de l'autre côté et s'échappa au loin en paquets ondoyants par les vides entre les arbres. Traversant ensuite le pont, Fiodor fut réjoui, comme d'habitude, par la merveilleuse poésie des talus de chemin de fer, par leur nature libre et variée, une végétation d'acacias et de saules, des herbes sauvages, des abeilles, des papillons. Tout cela vivait dans l'isolement et l'indifférence, dans un âpre voisinage de la poussière de charbon qui brasillait en bas entre les 5 coulées de rails et dans un bienheureux éloignement des coulisses de la ville en haut, des murs lépreux de vieilles maisons chauffant leur dos tatoué au soleil du matin. Il continua à marcher au-delà d'une grille, passer les profonds jardins des villas et des banquiers avec leurs inévitables grottes, leurs buis, leurs hyères, leurs pelouses perlées d'eau d'arrosage. Et là, parmi les ormes et les tilleuls, apparaissaient déjà les premiers pins envoyés bien en avant par les bois de Grunewald. Il n'était plus loin à présent et il pressa le pas, sentant déjà le masque chaud du soleil sur son visage tourné vers le ciel. Une jeune fille avec une bouteille de lait s'avança vers Fiodor. Elle ressemblait un peu à Zina. Ou plutôt, elle contenait une particule de Zina. À la fois spéciale et vague, qu'il trouvait en de nombreuses jeunes filles, mais avec une plénitude toute particulière en Zina. De telle sorte qu'elles avaient toutes une mystérieuse parenté avec Zina dont lui seul était averti, bien qu'il fût complètement incapable de formuler les indices de cette parenté. Les femmes qui ne l'avaient pas provoquaient en lui un pénible dégoût. Et maintenant, comme il se retournait pour la regarder et qu'il aperçut sa silhouette familière, précieuse, fugitive, qui disparut sur le champ à tout jamais, il ressentit pendant un moment le choc d'un désir sans espoir dont l'unique charme et l'unique richesse résidaient dans son inassouvissement. Démon trivial, des frissons bon marché. Ne me tente pas avec la rengaine, mon type. Pas ça, mais quelque chose de plus que ça. Toute définition est toujours bien circonscrite, mais je ne cesse de tendre vers le lointain. Je cherche l'infini, au-delà des barricades, des mots, de sens du monde, où toutes les lignes se rencontrent. Lorsque je pénétrais dans le monde de la forêt, dont j'avais élevé l'image par mes propres efforts au-dessus du niveau de ces prosaïques impressions dominicales, papiers abandonnés, une foule de pique-niqueurs,
qui forme la conception que les Berlinois se font du Grunewald, quand par ces chaudes journées de semaine l'été, je marchais jusqu'à son côté sud, dans ses profondeurs, dans ses coins sauvages et secrets, je ressentais autant de plaisir que si cela avait été un paradis vierge à 2 kilomètres d'Agamemnonstrasse. Arrivant à un de mes recoins favoris, qui combinait magiquement un libre flot de soleil avec la protection des arbrisseaux, je me mettais complètement à poil et m'étendais sur le dos, sur la couverture, plaçant mon maillot inutile sous ma tête. Grâce au bronzage qui me couvrait entièrement le corps, je me sentais un athlète, un Tarzan, un Adam, comme vous voudrez, tout sauf un citadin nu. Le soleil était accablant. Le soleil me léchait partout avec sa grosse langue douce. Je me sentais graduellement devenir transparent, comme en fusion, transpercé par les flammes. Et je n'existais que pour autant qu'elles existaient. Tout comme un livre est traduit dans un idiome exotique, j'étais traduit en soleil. Le Fyodor Godunov-Tcherdentsev décharné, froid, hivernal, était aussi loin de moi à présent que si je l'avais exilé dans la province de Yakoutsk. C'était une pâle copie de moi, tandis que ce Fyodor estival était sa reproduction magnifiée en bronze, mon moi personnel, celui qui écrivait les livres, celui qui aimait les mots, les couleurs, les feux d'artifice de l'esprit, la Russie, le chocolat Ezina. C'était d'une certaine façon désintégré et dissous. Après avoir été rendu transparent par la force de la lumière, il était maintenant assimilé par le chatoiement de la forêt d'été, avec ses aiguilles de pin satinées et ses feuilles d'un vert paradisiaque, avec ses fourmis qui passaient sur la laine transfigurée et des plus radieuses du plaid, avec ses oiseaux, ses parfums, le souffle chaud des orties et l'odeur de sperme de l'herbe réchauffée par le soleil, avec son ciel bleu, où vrombissait un avion volant à haute altitude et qui semblait couvert d'une pellicule de poussière bleue, l'essence bleue du firmament. L'avion était bleuâtre, comme un poisson et mouillé dans l'eau. On pourrait se dissoudre complètement de cette façon. Fyodor se redressa et s'assit. Un filet de sueur coula sur sa poitrine rasée de près et tomba dans le réservoir de son nombril. Son ventre plat avait un reflet brun et nacré. Une fourmi égarée grimpait nerveusement sur les boucles noires et luisantes de ses poils pubiens. Ses tibias avaient un éclat lustré. Des aiguilles de pin s'étaient collées entre ses orteils. Avec son maillot de bain, il essuya sa tête tondue de près, sa nuque collante et son cou. Un écureuil, au dos arqué, avançait à petits bonds sur l'herbe, d'arbre en arbre, dans une courbe onduleuse et presque maladroite. Les chênes rabougris, les sureaux, les trous de pin, tout était tacheté d'une manière éblouissante. Et un petit nuage, ne souillant en rien le visage du jour d'été, avança à tâtons, lentement, devant le soleil. Il se leva et écouta, le cœur battant, de vagues sons espiègles et prometteurs. Puis, ne mettant que son maillot et cachant son plaid et ses vêtements sous des broussailles, il partit se promener à travers les bois autour du lac. Un petit papillon doré trapu, équipé de 2 virgules noires, se posa sur une feuille de chêne, ouvrant à moitié des ailes inclinées et partit subitement comme une mouche dorée. Et comme il arrivait souvent par ces journées sylvestres,
particulièrement lorsqu'il apercevait des papillons connus, Fiodor imaginait l'isolement de son père dans d'autres forêts gigantesques, infiniment lointaines, en comparaison desquelles celle-ci n'était que broussailles, une souche d'arbres, un amas de déchets. Et pourtant, il éprouvait quelque chose approchant de cette liberté asiatique qui s'étendait sur les cartes, l'esprit des pérégrinations de son père. Et à ce point, il était très difficile de croire qu'en dépit de la liberté, en dépit de la verdure et de l'ombre heureuse, profonde, frappée de soleil, son père était néanmoins mort. 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 S'étant choisi une petite anse privée parmi les joncs, Fiodor se mit à l'eau. Sa chaude opacité l'enveloppait. Des étincelles de soleil dansaient devant ses yeux. Il nagea longtemps, une demi-heure, 5 heures, 24, une semaine, une autre. Finalement, le 28 juin, vers 3 heures de l'après-midi, il atteignit l'autre rive. S'étant frayé un chemin à travers la bourbe verdâtre au bord du lac, il se trouva tout de suite dans un bosquet. Et de là, il grimpa sur une pente chaude où il se sécha rapidement au soleil. Il était trop paresseux pour nager de l'autre côté. Il suivait, sans hâte, la piste qui longeait le lac sur sa rive nord. Un nuage bloqua le soleil. Dans la forêt, la lumière partit à la dérive et s'éteignit graduellement. Fiodor marcha jusqu'à la clairière où il avait laissé ses vêtements. Dans le trou, sous un buisson qu'ils abritaient toujours d'une manière si obligeante, il ne trouva maintenant qu'une seule espadrille. Sa couverture, sa chemise et son pantalon avaient disparu. En plus, un bout de journal avait été laissé dans l'espadrille avec l'inscription au crayon « Vielen Dank ». Merci beaucoup. Fiodor se promena aux alentours, ne trouvant rien ni personne. La chemise était élimée et ça ne lui faisait pas grand-chose de l'avoir perdue. Mais il était un peu attristé de la perte du plaid apporté de Russie et du bon pantalon de flanelle assez récemment acheté. En plus, en même temps que le pantalon, avaient disparu 20 marks qu'il avait obtenues 2 jours plus tôt pour le paiement partiel de sa chambre, un petit crayon, un mouchoir et un trousseau de clés avaient également disparu. En un sens, la perte de ce dernier était pire que tout.
Si personne ne se trouvait à la maison, ce qui pourrait bien être le cas, il lui serait impossible d'entrer dans l'appartement. Le bord d'un nuage s'enflamma d'une manière éblouissante et le soleil en sortit. Il émettait une force si chaude et si sereine que Fiodor, oubliant sa contrariété, se coucha sur la mousse. Un léger soulagement accidentel lui fut fourni par le fait que, grâce au départ des Chtchegolev pour le Danemark le lendemain, il y aurait un trousseau de clés en plus, ce qu'il voulait dire qu'il n'avait pas besoin de parler du sien. Départ. 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 Il imagina ce qu'il n'avait cessé d'imaginer au cours des 2 derniers mois. Le commencement demain soir de sa vie complète avec Zina, la délivrance, l'apaisement. Et pendant ce temps, un nuage gorgé de soleil faisant le plein, grandissant aux veines turquoises, gonflé avec une démangeaison brûlante dans son réservoir à tonnerre, s'éleva dans toute sa splendeur emphatique et lourde, l'embrassa ainsi que le ciel et la forêt, et résoudre cette tension semblait une joie monstrueuse que l'homme ne pouvait supporter. Un coup de vent lui passa sur la poitrine, son excitation s'apaisa lentement, l'air devint sombre et lourd. Il fallait se dépêcher de rentrer. Une fois de plus, il chercha sous les buissons, puis il haussa les épaules, resserra la ceinture élastique de son maillot et prit le chemin du retour. Quand il quitta la forêt et commença à traverser une rue, la viscosité goudronneuse de l'asphalte sous ses pieds nus se révéla être une nouveauté agréable. Il était également intéressant de marcher sur le trottoir, une légèreté de rêve. Des gouttes de pluie s'étaient mises à tomber et c'était comme si on avait posé des pièces d'argent sur diverses parties de son corps. Un jeune policier se détacha d'un kiosque à journaux et vint vers lui. « C'est défendu de se promener en ville comme ça, dit-il en regardant le nombril de Fiodor. « On m'a tout volé, expliqua brièvement Fiodor. « Ça ne doit pas arriver, dit le policier. « Oui, mais ça m'est tout de même arrivé, dit Fiodor en opinant de la tête. « Voler ou pas, vous ne pouvez pas vous promener dans les rues à poil, dit le policier en se mettant en colère. « D'accord, mais il faut bien que je me rende à la station de taxi, vous comprenez ? Oui, mais pas comme ça. Mais malheureusement, je ne puis me transformer en fumée, ni me faire pousser un complet. Et moi, je vous répète que vous ne pouvez pas vous balader comme ça, dit le policier. Impudence inouïe, commenta une grosse voix à l'arrière. Dans ce cas, dit Fiodor, il ne vous reste plus qu'à aller me chercher un taxi pendant que j'attends ici. Attendre nu est également impossible, dit le policier. Je vais enlever mon maillot et imiter une statue.
suggéra Fiodor. Le policier sortit son calepin et il arracha avec un tel emportement le crayon de son étui qu'il le fit tomber sur le trottoir. Nom et adresse, dit le policier, bouillonnant de colère. Comte Fiodor Godunov Tcherdentsev, dit Fiodor. Ah, cessez de faire le drôle et dites-moi votre nom, rugit le policier. Un autre s'amena. Il était d'un rang plus élevé et il s'enquit de la difficulté. Mes vêtements ont été volés dans la forêt, dit patiemment Fiodor. Et il sentit soudainement que la pluie l'avait trempé jusqu'aux os. Qui les a volés, demanda le brigadier. Mais je sais pas, et en plus je m'en fous, dit Fiodor. Pour l'instant, je désire rentrer chez moi et vous me retenez. La pluie devint subitement plus dense et balaya l'asphalte. La totalité de sa surface semblait être couverte de petites chandelles bondissantes. Le policier, complètement morfondu et noirci d'humidité, considéra sans doute la rafale de pluie comme un élément dans lequel un maillot de bain était, sinon approprié, du moins tolérable. Fiodor, qui était tout luisant, courut sous un crépitement de pluie, tourna un coin et s'engouffra dans une automobile. Arrivé à la maison, il dit au chauffeur d'attendre. Il pressa le bouton qui, jusqu'à 20h, ouvrait automatiquement la porte d'entrée. Il se rua dans les escaliers. Mariana Nikolavna vint lui ouvrir. Le vestibule était plein de gens et de choses. Tchegolev en manche de chemise, deux types qui se débattaient avec une caisse dans laquelle, il me semble, se trouvait le poste de radio, une modiste à corte, avec une boîte à chapeau, un rouleau de fil métallique, une pile de linge, de retour de la blanchisserie. « Ah, vous êtes fous !» s'écria Maria Nikolavna. « Pour l'amour de Dieu, payez le taxi », dit Fiodor, faufilant son corps glacé entre les gens et les choses, et finalement, par-dessus une barricade de malles, il se fraya un chemin jusqu'à sa chambre. Ça va, Pierre ? Impeccable. Ils dînèrent tous ensemble ce soir-là. Et plus tard, on attendait les Kassatkine, le baron Balt, une autre personne ou deux. À table, Fiodor fit un compte-rendu embelli de sa mésaventure et Tchegolev rit de bon cœur. Tandis que Mariana Nikolavna voulait savoir, non sans raison, combien d'argent il y avait dans le pantalon. Zina se contenta de hausser les épaules et avec une franchise inhabituelle, elle pria Fiodor de se servir de vodka, craignant selon toute évidence qu'il n'ait pris froid. Eh bien, notre dernière soirée, dit Boris Ivanovitch, après avoir ri à cœur joie. Tous mes vœux de prospérité, signor. Alors, vous allez demeurer orphelin, continua-t-il, en se jetant sur la salade italienne et en la dévorant avec le plus grand laisser-aller. Je doute que notre Zinayada Oskarovna s'occupe très bien de vous, pas vrai, princesse, hein? Ah oui, c'est comme ça, hein? Un déjeté, mon vieux, un roi maté. J'ai jamais pensé que la fortune allait me sourire. Touchons du bois, tiens, l'hiver dernier seulement, je me demandais que faire, me serrer la ceinture ou vendre Mariana Nikolavna à la brocante. Vous et moi, on a eu 1 an et demi de cohabitation, si vous me permettez l'expression, et demain on se sépare, probablement pour toujours. L'homme est le jouet du destin, tel qui pleure vendredi, dimanche rira. Quand le dîner fut terminé et que Zina fut descendue pour faire entrer les invités, Fiodor se retira sans bruit dans sa chambre où tout était animé par la pluie et le vent. Il ferma à demi les battants de sa fenêtre, mais un instant plus tard, la nuit dit non. Et avec une sorte d'insistance aux yeux écarquillés, des coups dédaigneux, elle entra à nouveau.
la porte s'ouvrit à nouveau. Zina entra à demi et, sans lâcher la poignée, elle lança quelque chose sur son bureau. « Paie ça à maman », dit-elle. Elle le regarda en plissant les yeux et elle disparut. Il déplia le billet, 200 marks. La somme semblait colossale, mais un bref calcul démontra que ça suffirait à peine pour les 2 derniers mois. 80 plus 80 et 35 pour le mois à venir, à partir de maintenant, sans repas. Mais tout s'embrouilla quand il commença à songer qu'il n'avait pas pris le déjeuner au cours du mois précédent. Mais d'un autre côté, il avait reçu des dîners plus conséquents. En plus de ça, il avait fait une contribution de 10 ou 15 marks durant ce temps. Et d'un autre côté, il devait de l'argent pour des conversations téléphoniques et 1 ou 2 bagatelles comme le taxi d'aujourd'hui. La solution du problème le dépassait, l'ennuyait. Il fourra l'argent sous le dictionnaire. Il se mit au lit. À s'endormir. Avec le murmure de la pluie. Comme toujours. À la limite de la conscience et du sommeil, toutes sortes de déchets verbaux firent irruption, scintillant et tintant, crissement de cristal sur le parvis sacré sous le toile chrysolytique, et sa pensée percée, tendant l'oreille un instant, fut tentée de les rassembler et de les utiliser. Il commença à en ajouter de son cru. Fini la lumière de Tolstoï. Pouchkine est mort et la Russie est loin. Mais puisque ceci ne servait à rien, le pointillé des vers s'allongea encore. Une étoile filante, chrysolite en croisière, l'avatar d'un aviateur. Son esprit s'enfonça de plus en plus dans un enfer d'allitération d'alligator, dans d'infernales coopératives de mots. Soudainement, dans la brume qui s'épaississait près de la dernière barrière du péage de la raison, retentit la vibration argentée d'une sonnerie de téléphone et Fiodor se tourna sur le ventre et tombant. La vibration demeura entre ses doigts, comme si une ortie l'avait piqué. Dans le vestibule, ayant déjà replacé le récepteur téléphonique dans sa boîte noire, se trouvait Zina. Elle semblait effrayée. « C'était pour toi, dit-elle d'une voix basse. Ton ancienne propriétaire, Frau Stoboy, elle veut que tu viennes immédiatement. Il y a quelqu'un qui t'attend chez elle, dépêche-toi. » Il enfila un pantalon de flanelle et, haletant, il longea la rue. À cette époque de l'année, à Berlin, il y a quelque chose qui rappelle les nuits blanches de Saint-Pétersbourg. L'air était diaphanement gris et les maisons passaient à la dérive, comme un mirage savonneux. Des travailleurs nocturnes avaient défoncé la chaussée à un coin et l'on devait se glisser à travers d'étroits passages entre des planches, chaque passant recevant à l'entrée une petite lampe qui devait être laissée à la sortie sur un crochet fixé à un poteau ou alors simplement sur le trottoir à côté de bouteilles de lait vides. Abandonnant aussi sa bouteille, il courut plus avant, les rues mates
et la prémonition de quelque chose d'incroyable, de quelque surprise surhumaine, impossible, éclaboussait son cœur d'un mélange neigeux de bonheur et d'horreur. Il était à bout de souffle à force de courir, et le plaid enroulé était lourd à son bras. Il lui fallait se dépêcher, mais il ne se souvenait pas du plan des rues. Et la nuit cendreuse embrouillait tout, changeant comme dans un négatif la relation entre les parties noires et blanches, et il n'y avait personne pour le renseigner, tout le monde dormait. Il trouva sa rue, mais au bout, un poteau avec une main gantée indiquait que l'on devait entrer par l'autre bout où se trouvait le bureau de poste, puisque à ce bout-ci, un tas de drapeaux avait été préparé pour les célébrations du lendemain. Il grimpa à quatre pattes, par-dessus des planches, des boîtes et un grenadier miniature avec des boucles, et il aperçut la maison familière. Et à cet endroit, les ouvriers avaient déjà étendu un bout de tapis rouge en travers du trottoir de la porte à la chaussée, comme on avait coutume de le faire les soirs de bal devant leur maison sur la berge de la Neva. Il monta les escaliers 4 à 4 et Frachtoboy le fit entrer immédiatement. Ses joues étaient rouges et elle portait une blouse blanche d'infirmière. Elle avait pratiqué la médecine autrefois. Seulement, ne vous excitez pas, dit-elle. Montez à votre chambre et attendez là. Vous devez vous attendre à tout, ajouta-t-elle avec une note vibrante dans la voix. Et elle le poussa dans sa chambre, la chambre qu'il avait pensé ne jamais revoir de sa vie. Il la saisit par le coude, perdant le contrôle de lui-même, mais elle se dégagea. « Quelqu'un est venu vous voir, dit Stoboy. Il se repose, attendez quelques instants. » La porte se ferma avec fracas. La chambre était exactement comme s'il y avait encore vécu. Les mêmes signes, les mêmes lisses sur la tapisserie, le même plafond peint merveilleusement décoré de papillons tibétains. Il y avait, par exemple, Techla Bietl, l'attente, la terreur, le givre du bonheur. La montée des sanglots se fondait en une seule agitation aveuglante, alors qu'il demeurait debout au milieu de la chambre, incapable de bouger, tendant l'oreille et ne quittant pas la porte des yeux. Il savait qui allait entrer dans un instant et il s'étonnait maintenant d'avoir douté de son retour. Le doute lui semblait maintenant être l'obstination obtuse d'un demeuré, la méfiance d'un barbare, l'autosatisfaction d'un ignare. Le cœur lui battait à se rompre comme celui d'un homme sur le point d'être exécuté, mais en même temps cette exécution lui procurait une telle joie que la vie s'effaçait devant elle et il était incapable de comprendre le dégoût qu'il éprouvait d'ordinaire lorsque dans des rêves hâtivement ébauchés il évoquait ce qui se passait maintenant dans la vie réelle. Soudainement, la porte frémit et il entendit un pas familier, un pas d'intérieur assourdi par le Marocain. La porte s'ouvrit, soudainement, sans bruit, mais avec une force terrible. Et son père apparut sur le seuil. Il portait une calotte brodée de fils dorés et une veste de cheviote noire avec des poches pectorales pour son porte-cigarette et sa loupe. Ses joues brunes, avec leurs 2 rides profondes qui descendaient des 2 côtés du nez, étaient particulièrement bien rasées. Des poils blancs luisaient comme du sel sur la barbe sombre. Chaleureusement, ses yeux aux cils épais firent en riant un réseau de rides hirsutes. Mais Fiodor demeura immobile, incapable de faire un pas. Son père dit quelque chose, mais si doucement qu'il était impossible de comprendre quoi que ce soit. Bien qu'on sût d'une façon certaine que c'était lié au fait qu'il était de retour sain et sauf, entier, humain et réel. Et quand même, c'était terrible de s'approcher de plus près. Si terrible que Fiodor sentit qu'il mourrait si celui qui venait d'entrer se dirigeait vers lui. Quelque part, dans les chambres situées à l'arrière, retentit en guise d'avertissement le rire frénétique de sa mère, tandis que son père faisait de légers clappements en ouvrant à peine les lèvres, comme il avait coutume de le faire lorsqu'il prenait une décision ou cherchait quelque chose sur la page d'un livre. Puis il se remit à parler. Et ceci voulait encore dire que tout était très bien et simple, que c'était là la véritable résurrection, qu'il ne pouvait en être autrement, et aussi qu'il était heureux de ses captures, de son retour, du livre que son fils avait écrit sur lui. Et puis, enfin, tout devint facile. Une lumière perça les ténèbres
et son père tendit les bras avec une joie confiante. Fiodor se dirigea vers lui avec un gémissement et un sanglot, et dans la sensation collective du veston de laine, des grosses mains et du tendre picotement des moustaches soignées, une chaleur paradisiaque, extatiquement heureuse, vivante, énorme, se souleva, dans laquelle son cœur glacé fondit et vint se dissoudre. Le matin était nuageux et frais, avec des mares d'un gris noir sur l'asphalte de la cour. Et on pouvait entendre les désagréables coups sourds des tapis que l'on battait. Les Tchegolev avaient terminé leur bagage. Zina était partie au travail et devait rencontrer sa mère pour le déjeuner à 1h au café Vaterland. Heureusement, elle n'avait pas suggéré que Fiodor se joignât à elle, au contraire. En lui faisant réchauffer du café dans la cuisine où il était assis en robe de chambre, déconcerté par l'atmosphère de bivouac qui régnait dans l'appartement, Mariana Nikolavna l'avait averti qu'il restait dans le garde-manger un peu de salade à l'italienne et du jambon pour le déjeuner. Pour la 10e fois, Boris Ivanovitch transféra d'une valise à l'autre des souliers avec leurs embauchoirs tout propres et brillants. Il était exceptionnellement méticuleux en matière de chaussures. Puis ils s'habillèrent et sortirent, tandis que Fiodor se rasait, effectuait de longues ablutions, couronnées de succès, et coupait les ongles de ses orteils. Il était particulièrement agréable de s'introduire sous un coin serré et clip. Les rognures volaient à travers la salle de bain. Le concierge frappa, mais fut incapable d'entrer parce que les Tchegolev avaient donné un tour de clé à la serrure américaine de la porte du vestibule et les clés de Fiodor étaient parties à tout jamais. Un peigne à la main, Fiodor sortit sur le balcon, voir si le temps se nettoyait, mais bien qu'il ne plût pas, le ciel demeurait désespérément et tristement blanc. Et il était difficile de croire qu'on avait pu s'étendre dans la forêt de la veille. La chambre à coucher des Tchegolev était encombrée de vieux papiers et l'une des valises était ouverte. Un objet en caoutchouc en forme de poire y reposait sur une serviette nid d'abeille.
Poussant la porte avec précaution, Fiodor visita la chambre de Zina, où il n'était jamais entré auparavant. Et avec la sensation bizarre d'un emménagement heureux, il regarda longuement le réveil qui tic-taquait avec entrain, la rose dans un verre avec sa tige toute garnie de bulles, le divan qui le soir se transformait en lit et les bas qui séchaient sur le radiateur. Il mangea un morceau, s'assit à son bureau, trempa sa plume et demeura paralysé devant une feuille blanche. Les Chtchegolev revinrent, le concierge s'amena, Maria Nikolavna brisa un flacon de parfum et Fiodor demeura assis devant la feuille maussade et ne revint à lui que lorsque les Chtchegolev se préparèrent à se rendre à la gare. Il restait 2 heures avant le départ du train, mais la gare était très loin. « Je dois avouer que j'aime là être à l'heure pile, dit Boris Ivanovitch avec optimisme, retenant sa manchette et la manche de son veston pour se glisser dans son par-dessus. Fiodor essaya de l'aider, puis alla dire au revoir à Mariana Nikolavna, qui, avec une expression bizarrement altérée, comme si elle atténuait et encourageait son reflet, était en train de mettre un chapeau bleu avec un voile bleu devant l'armoire à glace. Tout d'un coup, il eut étrangement pitié d'elle et après un instant de réflexion, il lui proposa d'aller chercher un taxi à la tête de station. « Oui, je vous en prie !» dit Mariana Nikolavna et elle se précipita avec lourdeur vers ses gants sur le sofa. Il n'y avait pas de taxi à la station. Ils avaient tous été pris et il dut traverser la place pour aller regarder s'il n'y en avait pas un par là-bas. Quand il s'arrêta finalement en voiture devant la maison, les Chtchegolev étaient déjà dans la rue après avoir descendu leurs valises eux-mêmes. « Alors, que Dieu vous protège !» dit Mariana Nikolavna et elle l'embrassa sur le front avec des lèvres de goutte à percha. Le taxi fit demi-tour et s'éloigna à toute vitesse pour toujours, pensa Fiodor avec soulagement. Et sifflotant en montant l'escalier. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rendit compte qu'il ne pouvait entrer dans l'appartement. Ce fut particulièrement exaspérant de soulever le volet de cuivre de la boîte aux lettres et d'apercevoir à travers la fente un trousseau de clés qui gisait en forme d'étoile sur le plancher du vestibule. Mariana Nikolavna les avait glissées à l'intérieur après avoir fermé la porte à clé derrière elle. Il descendit l'escalier beaucoup plus lentement qu'il ne l'avait gravi. Il savait que Zina avait l'intention d'aller de son travail à la gare. Considérant que le train partirait dans environ 2 heures et que le trajet en autobus prendrait 1 heure, elle et les clés ne seraient pas de retour avant 3 heures. Les rues étaient grises et balayées par le vent. Il n'y avait personne à qui rendre visite et il n'allait jamais seul dans les bars ou les cafés. Il les détestait violemment. Il avait en poche 3,5 marks. Il acheta quelques cigarettes et puisque le besoin dévorant de voir Zina, maintenant que tout était permis, était vraiment ce qui enlevait toute lumière et tout sens à la rue, au ciel et à l'air, il se rendit à la hâte au coin où s'arrêtait l'autobus qu'il lui fallait prendre. Le fait qu'il portait des pantoufles, un vieux costume froissé, taché de vent, avec un pantalon auquel il manquait un bouton à la braguette, des genoux en tuyau de poil et une pièce rapportée par sa mère au derrière, ne le troubla pas le moins du monde. Son bronzage et le col ouvert de sa chemise lui donnaient une certaine immunité agréable. Il aperçut Zina, vêtue d'une robe de crêpe beige et d'un petit chapeau blanc, qui courait dans les escaliers. Elle courait, ses coudes roses rivés aux côtes, tenant son sac à main sous le bras. Et quand il la rattrapa et l'étreignit à demi, elle se retourna avec ce sourire tendre et trouble, avec cette tristesse heureuse dans les yeux qu'elle avait toujours pour l'accueillir quand ils se rencontraient seuls. « Écoute, dit-elle d'une voix agitée, je suis en retard, courons !» Mais il répliqua qu'il leur avait déjà dit au revoir et qu'il attendrait à l'extérieur. Le soleil bas, qui se couchait derrière les toits, semblait être tombé des nuages qui couvraient le restant du ciel. Là, dans cette fente étroite, le ciel était en feu et en face, couvrait le restant du ciel. Une fenêtre, quelques lettres métalliques, brillaient comme du cuivre. « Tu vas nous manquer, Zina !» dit Mariana Nikolavna de la fenêtre du wagon. « Mais de toute façon, prends tes vacances en août et viens. On va voir si tu peux pas rester pour de bon. »« Je ne pense pas, » dit Zina. « Ah oui, je vous ai donné mes clés aujourd'hui. Ne les emportez pas avec vous, je vous en prie. Ah, je les ai laissées dans le vestibule et celles de Boris sont dans le bureau. Peu importe. Godunov t'ouvrira. »
Le train donna une secousse et commença à rouler. Elle descendit les marches en sautillant. Son sac pendait maintenant à ses doigts et les derniers rayons du soleil firent danser une lueur de bronze dans ses yeux comme elle s'élançait vers Fiodor. Ils s'embrassèrent avec autant d'ardeur que si elle revenait juste de très loin après une longue séparation. « Et maintenant, allons dîner, dit-elle, en prenant son bras. Tu dois être affamé. » Il fit un signe de la tête. Maintenant, comment expliquer ça? Comment expliquer ça, hein? Comment? En plus, j'ai perdu mon texte. Ça, c'est gênant. On va le retrouver, vous n'en faites pas. Comment expliquer ça? Pourquoi cet étrange embarras au lieu de la liberté triomphante et volubile que j'attendais si ardemment? Comme si j'avais perdu l'habitude de Zina. Ou alors, comme si j'étais incapable de nous adapter, moi-même et Zina, l'ancienne Zina, à cette liberté. Qu'est-ce qui ne va pas? T'as pas l'air dans ton assiette? Demanda-t-elle après un moment de silence. C'est triste de se séparer de Boris Lebel, répondit-il en essayant de voir si une plaisanterie résoudrait sa contrainte émotive. Je pense que c'est l'escapade d'hier, dit Zina, en souriant. Et il décela, dans le ton de sa voix, une intonation tendue qui correspondait à la confusion qu'il éprouvait, et ils l'accentuèrent et l'augmentèrent donc tous deux. Bêtise. La pluie était merveilleusement chaude. L'autobus arriva. Ils montèrent. Fiodor paya les 2 billets avec de la monnaie qu'il tenait dans la paume de sa main. Zina dit « Je n'aurai mon salaire que demain, de telle sorte qu'il ne me reste que 2 marques. Combien as-tu » ? Très peu. Il ne m'est resté que 3,50 marques de tes 200 et j'en ai déjà dépensé plus de la moitié. Néanmoins, nous avons assez pour dîner, dit Zina. As-tu vraiment envie d'aller au restaurant ? Moi, pas tellement. Peu importe. Il faudra te résigner. Maintenant, c'est fini, la saine cuisine familiale. Je ne sais même pas faire une omelette. Il faut trouver un moyen de s'arranger. Mais pour ce soir, je connais un endroit excellent. Plusieurs minutes de silence. Les réverbères et les vitrines commençaient à s'allumer. Cette lumière prématurée avait rendu les rues grises et étriquées. Mais le ciel radieux et vaste et les petits nuages au soleil couchant étaient bordés de duvet rose. Elle sortit et remit sa carte mensuelle de tramway dans son étui en cellophane, sortit un petit miroir, y jeta un coup d'œil, mettant à nu le plombage de sa dent de devant, replaça le miroir à l'intérieur, referma son sac avec un bruit sec, le posa sur ses genoux, regarda son épaule, fit tomber un peu de peluche, mit ses gants, tourna la tête vers la fenêtre. Faisant tout ceci en une succession rapide, les traits en mouvement, clignotant des yeux, mordillant et aspirant l'intérieur de ses joues. Mais à présent, elle était assise, immobile, détournant son regard, les muscles de son cou pâles, tendus, et ses mains gantées de blanc reposant sur le cuir verni de son sac. « Tu as une tache de suie sur la joue, dit Fiodor. Attention, ne l'étends pas. » Encore le sac à main, le mouchoir, le miroir. « Nous devons descendre bientôt, dit-elle. Quoi ? Ici !» Les lumières avaient déjà pris forme. Le ciel était assez pâle. Au milieu d'un jardin public sans arbres, consistant en une grande plate-bande oblongue,
bordé d'un sentier. Une armée de roses était en fleurs. La petite enceinte d'un restaurant, 6 petites tables face à ce jardin, était séparée du trottoir par une barrière peinte à la chaux, surmontée de pétunias. Ce n'est que maintenant qu'il avait pénétré dans l'ordre des sentiments qu'il avait coutume de se promettre lorsqu'il imaginait auparavant comment ils se glisseraient ensemble hors d'un esclavage qui s'était graduellement imposé au cours de leur rencontre et qui était devenu habituel, bien qu'il reposât sur quelque chose d'artificiel, d'indigne de la signification qu'il avait acquise en fait. Il lui semblait impossible de comprendre maintenant pourquoi, au cours de ces 455 jours, il n'avait pas déménagé de l'appartement des Tchegolev, lui et elle, pour aller habiter ensemble. Mais il savait en même temps, d'une façon sous-rationnelle, que cet obstacle extérieur n'était qu'un prétexte, rien d'autre qu'une ruse ostentatoire de la part du destin qui avait dressé à la hâte la première barrière qui lui était tombée sous la main pour s'embarquer entre-temps dans l'affaire importante et compliquée qui exigeait secrètement le délai même de développement qui avait semblé dépendre d'une obstruction naturelle. Méditant maintenant sur les méthodes du destin, il trouva finalement un certain fil, un esprit caché, une idée d'échec pour le roman qu'il avait encore à peine projeté. C'était cela dont il parlait maintenant, dont il parlait comme si c'était réellement l'expression la meilleure et la plus normale de son bonheur, qui s'était également exprimée dans une édition plus accessible, par des choses telles que le velouté de l'air, 3 feuilles de tilleul émeraude qui étaient entrées dans la lumière d'un réverbère, la bière glacée, les volcans lunaires de purée de pommes de terre, des voix vagues, des bruits de pas, les étoiles parmi les ruines des nuages. Tout cela est merveilleux, dit Zina, ça me plaît énormément. Je crois que tu deviendras un écrivain comme il n'y en a jamais eu auparavant. La Russie sera folle de toi quand elle reviendra trop tard à son bon sens. Mais est-ce que tu m'aimes ? En fait, c'est une sorte de déclaration d'amour, ce que je dis, répondit Fiodor. Une sorte de n'est pas assez. Tu sais, il m'arrivera sans doute d'être terriblement malheureuse avec toi. Mais tout compte fait, ça ne fait rien. Je suis prête à m'y exposer. Elle sourit, ouvrit les yeux tout grands et fronça les sourcils. Puis, se renversant légèrement en arrière sur sa chaise, elle commença à se poudrer le menton. Nous pouvons peut-être partir maintenant. Il faut payer, dit Zina. Appelle le garçon. Speak low when you speak love. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak love. Our moment is swift, like ships adrift. We're swept apart too soon. Too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends and everything ends. Too soon, too soon. I wait,
to me, Speak love to me. and soon. Comme ça. Si lentement. Et que je tiens par l'épaule. Que je te tiens par l'épaule. Tout vacille légèrement. Ma tête bourdonne. Et j'ai envie de traîner les pieds. Mon soulier gauche se détache de mon talon. Nous rampons. Nous flânons. Nous nous estompons dans un brouillard. Maintenant, nous avons presque complètement fondu. Et un jour, nous rappellerons tout ça, les tilleuls, l'ombre sur le mur et les griffes pointues du caniche frappant les dalles de la nuit et l'étoile. Et voici le square et l'église obscure avec de la lumière jaune sur son horloge et ici, au coin, la maison. Merci. Merci beaucoup. On sort, on n'a pas répété si on sortait. On sort et on revient. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être aussi nombreux et merci, voilà, je voulais remercier la Fondation Michalski de nous avoir permis de faire cette représentation si agréable pour nous. On était traités comme des rois, c'était magnifique. Voilà. Et puis je voulais remercier aussi publiquement la Société Vladimir Nabokov qui nous a permis de créer ce spectacle. Voilà, il y a 1 an, elle nous a lancé là, elle nous a permis de faire la création et donc de venir ici aussi. Donc je voulais les remercier, Agnès Edelroy, Marie Boucher et Julie Loison-Charles. On leur doit beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et puis merci à mes magnifiques partenaires de m'avoir accompagnée dans cette aventure. Voilà. Merci. Et merci à vous. Merci.